Dans le quartier d'Oriu, lors d'une sombre soirée, un monstre terrifiant surgit, tenant un bébé dans sa main. Le nourrisson pleura désespérément, appelant sa mère à l'aide. Sa mère, paniquée, lança un appel à l'aide pour sauver son enfant. Le monstre avait déjà éliminé tous les policiers du quartier, laissant les habitants perplexes quant à sa nature et à sa présence dans ce quartier. Au moment où le monstre s'apprêta à mettre fin à la vie du bébé, un homme courageux apparut soudainement. D'un geste audacieux, il déchira la main du monstre. Les témoins présents furent stupéfaits par la rapidité et la précision de l'attaque du héros. Ainsi, le héros se nettoya la main du sang de l'inhumain. L'inhumain, fou de rage, lança le bébé, mais la mère se précipita et parvint à le rattraper in extremis. Le monstre, furieux, se rua sur notre héros, mais ce dernier esquiva habilement son attaque. D'un bond gracieux, il effectua un coup de pied puissant, projetant le monstre contre le mur d'un immeuble. Cependant, le monstre se rétablit rapidement et lança une autre attaque, écartant sa mâchoire menaçante. Notre héros ne se laissa pas impressionner et délivra un second coup de pied féroce, refermant la mâchoire du monstre qui le propulsa en l'air. Comme si cela ne suffisait pas, notre héros enchaîna avec une série de coups de poing d'une rapidité fulgurante, neutralisant le monstre et mettant fin à sa menace. Les témoins présents sur les lieux furent abasourdis par la puissance impressionnante de notre héros et le célébrèrent comme un véritable sauveur. Alors qu'il s'apprêtait à s'en aller, la mère du bébé le remercia chaleureusement d'avoir sauvé son enfant. Notre héros s'envola ensuite d'un immeuble à l'autre, laissant derrière lui des spectateurs médusés. Cette série d'événements poussa les témoins à remettre en question la réalité des surhommes, ces êtres dotés de capacités extraordinaires. Un matin, au lycée Seoyeon, le professeur exposa le cataclysme comme un phénomène naturel, à savoir les séismes, les tsunamis et les cyclones, en précisant qu'un cataclysme était un phénomène indomptable. Deux élèves discutèrent de l'affrontement entre le héros et l'inhumain survenu quelques jours plus tôt, mis en ligne sur YouTube. L'un d'eux avoua que le vidéaste avait pris un risque considérable pour la vidéo. Les deux élèves furent émerveillés par les capacités de notre héros. Pendant ce temps, le professeur constata que les deux élèves perturbèrent la salle lorsqu'une alerte d'attaque inhumaine surgit près du port Incheon. Le professeur annonça que le cours était terminé et enjoignit aux élèves de regagner directement leur domicile. Une élève s'inquiéta de la récurrence des attaques des inhumains. Elle expliqua qu'au cours des années précédentes, un inhumain avait surgi et avait dévasté toute la ville de Ganglong, tuant près de 70 personnes. Elle craignit qu'une telle catastrophe ne se reproduisît. Elle observa que le protagoniste dormait toujours. Elle s'apprêtait à le réveiller quand soudain, le téléphone du protagoniste sonna. C'était son ami Juri. Juri lui fit comprendre qu'un inhumain attaquait le port d'Incheon et qu'il devait se hâter pour l'arrêter. Le héros se tourna vers la fille et lui demanda si elle désirait quelque chose, mais elle rétorqua qu'elle souhaitait simplement le réveiller pour l'informer que le cours était terminé en raison de l'alerte. Le protagoniste, encore fatigué, bâilla. La fille pensa que le protagoniste était insouciant et qu'il risquait de ne pas vivre longtemps. Ainsi, notre protagoniste jeta un coup d'œil dans son sac pour vérifier s'il avait apporté sa tenue de rechange ainsi que ses oreillettes. Il vérifia ensuite s'il n'y avait personne dans la salle, puis se dirigea discrètement vers les toilettes. Pendant ce temps, au port d'Incheon, l'un des ouvriers tenta de tuer l'inhumain en fonçant vers lui avec un camion. Il le percuta, mais constata que cela n'avait aucun effet. Cela exaspéra encore plus l'inhumain, qui donna un coup terrible au camion, tuant directement le jeune ouvrier. Deux autres ouvriers se cachaient derrière un conteneur et observaient toute la scène. L'un d'eux dit à l'autre, qui pleurait, de se taire pour ne pas attirer l'attention de l'inhumain vers eux. Il lui expliqua que les militaires étaient déjà en route et qu'ils arriveraient bientôt. Cependant, l'inhumain les surprit alors qu'ils étaient cachés derrière le conteneur. Pendant ce temps, le protagoniste avait déjà fini de se préparer et s'apprêtait à sortir par la fenêtre des toilettes. Juri lui dit qu'il lui faudrait environ 11 minutes pour atteindre la destination et qu'il se chargerait de lui indiquer le chemin. Le héros sauta du haut de l'immeuble de son lycée et entama son périple vers le port d'Incheon. De l'autre côté du port, l'inhumain donna un coup de poing à l'un des ouvriers cachés derrière le conteneur, le tuant.
Il donna ensuite un second coup de poing au deuxième ouvrier. Mais ce dernier tenta de s'enfuir, mais l'inhumain le rattrapa et le jeta contre l'un des conteneurs. Pendant que l'inhumain s'apprêtait à lui donner le coup de grâce, un troisième ouvrier vint au secours de son collègue en lançant une clé à molette sur la tête de l'inhumain. De l'autre côté, le protagoniste filait à toute allure, telle une voiture de course, sans que les habitants ne remarquassent même sa présence. Jury lui dit que la brigade anti-inhumaine était également en route et lui recommanda de faire attention à l'inhumain. Le troisième ouvrier lui dit de s'enfuir pendant qu'il distrayait l'inhumain. Il pensait à sa famille et se disait que c'était la fin pour lui. Lorsque l'inhumain envoya un conteneur dans sa direction, il était complètement tétanisé quand soudain notre héros arriva et le sauva in extremis en dégageant le conteneur d'un coup de pied. Le protagoniste rappela à l'ordre l'inhumain en lui disant que ce n'était pas bien de jeter des conteneurs sur des inconnus. À l'aide d'une caméra installée au niveau de la casquette du protagoniste, Jury observa toute la scène. Ainsi, le protagoniste tenta d'engager une conversation avec l'inhumain, mais son ami Jury lui fit remarquer que l'inhumain risquait de ne pas comprendre. Jury se rappela qu'il avait conseillé au protagoniste de privilégier le dialogue avant de se lancer dans un combat, car s'ils parvenaient à communiquer avec l'inhumain, cela pourrait leur fournir des informations sur leurs objectifs et raisons pour envahir la Terre. Malgré tout, notre protagoniste tenta de parler à l'inhumain dans sa langue, expliquant qu'il avait déjà rencontré plusieurs de ses semblables. Cependant, l'inhumain ne sembla pas comprendre et choisit d'attaquer violemment le protagoniste. L'inhumain déclencha une attaque dévastatrice, mais notre protagoniste l'esquiva avec agilité en effectuant un saut rapide. Cependant, l'inhumain enchaîna en lançant un coup de poing en l'air, projetant le protagoniste contre l'un des conteneurs. Malgré le choc, le protagoniste se releva rapidement et se positionna sur le côté de l'inhumain, constatant avec surprise que, malgré sa corpulence, l'inhumain était étonnamment rapide. Jury s'inquiéta pour le protagoniste et lui demanda s'il allait bien, exprimant sa crainte pour son ami. Pendant ce temps, la presse arriva sur les lieux à bord d'un hélicoptère, capturant la scène à une distance de 600 mètres du port pour des raisons de sécurité face à cet inhumain. La commentatrice expliqua que le protagoniste se battait contre l'inhumain et que la brigade des inhumains était également présente en renfort. Le chef de la brigade ordonna à ses troupes de rester vigilantes et d'attendre son signal avant d'ouvrir le feu. Un soldat fit remarquer que les rues du port étaient trop étroites pour déployer des chars et de l'infanterie lourde et qu'il ne pourrait pas exécuter le plan de capture A. Le chef répondit que les inhumains ne semblaient pas craindre les armes à feu, mais il indiqua que les services de renseignement avaient analysé les combats menés par le protagoniste. Ils en conclurent que sa force surpassait celle de l'armée, tout comme celle des inhumains. Le chef souligna qu'en cas de défaite de notre protagoniste, ils ne pourraient pas maîtriser cette menace, mais qu'ils avaient un plan B en réserve. Les images du combat étaient diffusées en direct dans les villes, permettant aux habitants de suivre l'affrontement en temps réel. Pendant que les amis du protagoniste le regardaient, sans se douter de rien, il continua son combat acharné contre l'inhumain. Ce dernier multiplia les attaques, obligeant le protagoniste à reculer. Ainsi, l'inhumain attaqua en cherchant à toucher le protagoniste avec son poing au visage, mais celui-ci l'évita de justesse. Cherchant une opportunité, le protagoniste sauta sur un conteneur pour attaquer en plongeant, mais l'inhumain utilisa sa longue langue pour le déséquilibrer. Profitant de cet avantage, l'inhumain saisit l'un des pieds du protagoniste et le projeta à plusieurs mètres, le faisant violemment percuter un conteneur. Les témoins de cet événement furent choqués par la violence de la scène. Le chef de la brigade saisit l'occasion pour mettre en œuvre le plan B et un homme sortit du camion des brigades. Il se positionna et tira pour tenter d'immobiliser l'inhumain. D'une balle bien ajustée, il atteignit la tête de l'inhumain, le projetant au sol. En colère, l'inhumain se releva, prêt à libérer toute sa fureur. L'homme rechargea son arme, tira, puis rechargea à nouveau avant de tirer, épuisant ainsi toutes les munitions de son arme. Cependant, l'inhumain continua d'avancer, indifférent aux balles qui le touchèrent. Ainsi, l'inhumain réalisa que notre héros était encore en vie. Dans un mélange de colère et de détermination, le protagoniste surgit du conteneur troué.
Il prit conscience de sa chance d'avoir heurté le conteneur, évitant ainsi de finir dans les profondeurs de la mer. Le soulagement envahit Juri en voyant Kang, son ami, vivant. Il réalisa que tenter de discuter n'aurait mené à rien. Porté par une fureur grandissante, Kang fut prêt à infliger une correction à l'inhumain. D'un geste fluide, il disparut puis réapparut au-dessus de l'inhumain, lui assénant un coup de pied dévastateur. Mais ce n'était pas tout. Il enfonça sa main dans la bouche de l'inhumain et le projeta au sol avec une force titanesque, provoquant un tremblement de terre localisé. La puissance du protagoniste était telle que la tête de l'inhumain fut enfoncée dans le sol. Les habitants suivant le direct dans les villes en furent choqués, confrontés à une puissance inimaginable. La brigade anti-inhumain, la commentatrice et même Juri furent tous sous le choc devant cette démonstration de force. L'inhumain tenta de se relever, mais il fut désespérément épuisé de toute énergie et finit par succomber. Juri demanda à son ami Kang s'il était réellement mort. Ce dernier répondit que oui, qu'il avait senti le crâne de l'inhumain éclater sous sa main. Il expliqua que cet inhumain n'était pas aussi puissant que celui qu'il avait affronté précédemment sur l'île An-Mayeon. Juri confirma que Kang, le protagoniste, avait eu du mal à venir à bout de cette créature redoutable. Au-dessus des conteneurs, 2 surhommes observèrent attentivement le combat du protagoniste. Le surhomme au tatouage fut subjugué par la puissance déployée par le héros, malgré le fait que notre protagoniste ne se battit pas à pleine puissance. L'homme au tatouage se tourna alors vers Dayang et, d'un signe de tête, annonça qu'il descendait pour s'entretenir avec le protagoniste. Ce dernier le questionna sur son identité, curieux de découvrir qui se tenait devant lui. Juri se questionna sur l'identité du surhomme au tatouage, tandis que le protagoniste remarqua la présence du second surhomme au-dessus des conteneurs. La commentatrice révéla que 2 individus étaient apparus après le combat du protagoniste et qu'ils avaient entamé une discussion, mais elle n'arriva pas à entendre leurs paroles. Les habitants de la ville se questionnèrent sur la raison du surhomme au tatouage. Le soldat s'adressa à son chef, demandant des éclaircissements. Le chef admit qu'il n'avait pas prévu cette situation et exhorta les soldats à rester vigilants jusqu'au départ du protagoniste. Le surhomme au tatouage engagea une conversation avec le protagoniste. Il exprima que l'affrontement avec l'inhumain avait été spectaculaire, mais que la fin laissait à désirer. Il mentionna que cela lui rappelait Ketchup Man, un héros de la série L'Invincible Ketchup Man. Notre protagoniste fut flatté par ce compliment. Juri conseilla à notre protagoniste de ne pas baisser sa garde. Il admit en privé que notre protagoniste pouvait être naïf en matière d'intention, mais qu'il devait se méfier du surhomme au tatouage. Le surhomme au tatouage dit au protagoniste qu'il l'avait beaucoup observé, que ce soit à la télé, sur les sites web et lors de lives terrassant les inhumains. Il ajouta que lorsqu'une alerte était lancée, il ne tardait pas à se manifester. Ce dernier lui confia qu'il ne lui ferait rien. Juri insista sur la nécessité de rester concentré, ignorant encore les intentions du surhomme au tatouage, rappelant le piège tendu à Sam Cheok par des hommes en costume. Le surhomme au tatouage confia à notre protagoniste un petit secret. Il était également un surhomme et ils n'étaient pas les seuls. Juri confirma l'existence de 2 autres surhommes aux États-Unis et en Europe. En Corée, il n'y avait que Kang, notre protagoniste, bien que ce ne fût pas officiel. Aux États-Unis, un homme suivant le direct demanda à Saint Pearl l'identité du surhomme au tatouage. Saint Pearl se souvint vaguement de l'avoir déjà vu quelque part, mais n'arriva pas à préciser où. Elle interrogea l'homme sur l'absence de son dans la diffusion. En Écosse, dans un fast-food, 2 femmes se préparèrent pour aller au concert de Justin Bieber. À Moscou, 2 autres surhommes discutèrent de l'identité du surhomme au tatouage. Au port d'Incheon, notre protagoniste demanda au surhomme au tatouage de cesser de le suivre. Cependant, ce dernier annonça qu'il viendrait le voir au lycée, à moins que le protagoniste ne l'écoutât. Notre protagoniste fut surpris par cette information, mais le surhomme au tatouage expliqua qu'il savait que notre protagoniste allait en cours sans son masque et qu'il gardait son secret. Le surhomme au tatouage dit au protagoniste que son ami Juri était incroyable, le qualifiant de génie. Il ajouta que c'était lui qui avait fabriqué ce masque et la mini-caméra que le protagoniste portait. Il dit qu'il avait songé à le kidnapper.
Jury informa notre protagoniste que le surhomme au tatouage semblait en savoir beaucoup sur eux. Cependant, l'énervement gagna notre protagoniste qui décida de se mesurer au surhomme au tatouage malgré les réticences de Jury. Le chef de la brigade s'interrogea sur la raison de leur combat. Le protagoniste lança un puissant coup de poing, mais le surhomme au tatouage bloqua l'attaque avec ses mains. Une série de coups suivit, mais le surhomme au tatouage disparut et s'agrippa au bras du protagoniste. Il lui fit remarquer qu'il avait pensé se faire tuer, mais qu'en fin de compte, il n'y était pas allé trop fort. Le surhomme au tatouage dit à notre protagoniste qu'il n'est pas sérieux dans son affrontement en ajoutant qu'il le sous-estime. Il lui dit de se mettre plus du sien s'il n'a pas envie de mourir. Il lui dit en toute franchise que s'il se bat sérieusement, il risquerait de tout casser et que personne ne pourrait les arrêter. Jury lui dit de garder son calme. Il ajouta que notre protagoniste n'avait rien à gagner. Il dit qu'il ne s'était jamais encore mesuré à des surhommes comme lui. Jury lui dit ensuite de se barrer de là et de prendre le temps de se reposer et de réfléchir. Ainsi, le surhomme au tatouage lui dit qu'il se reverrait une prochaine fois. Mais Kang le menaça en disant qu'il ne le laisserait pas partir tant qu'il ne donnerait pas son nom. Ainsi, le surhomme au tatouage se présenta sous le nom de Nangi. Dayang, le deuxième surhomme, rejoignit Nangi. Il demanda à Nangi qu'il aimerait jeter un œil à son bras après qu'il ait arrêté la frappe de notre protagoniste Kang. Nangi lui dit de ne pas s'inquiéter. Ainsi, Nangi et Dayang s'en allèrent. Au même moment, aux États-Unis, ils se demandèrent si le combat était déjà terminé. Pendant ce temps, à Moscou, les deux hommes discutèrent de l'affrontement de Kang, notre protagoniste, et de Nangi. Ainsi, le surhomme aux cheveux jaunes dit à son ami que s'ils s'étaient vraiment affrontés, il aurait pu détruire le port, et c'est pour cela qu'ils se sont retirés. Mais le deuxième surhomme traita cet affrontement comme un rendez-vous amoureux, les traitant de minables. En ce moment, dans le port d'Incheon, les ouvriers remercièrent notre protagoniste de les avoir sauvé la vie. Ainsi, il proposa à Kang, notre protagoniste, un verre dans un bar pour le remercier, mais il rejeta l'offre et s'en alla. Ainsi, le colonel de la brigade anti-inhumain donna des ordres à ses officiers afin de collecter le cadavre de l'inhumain mort. Le soldat aux gènes modifiés dit au colonel que les balles conçues par les ingénieurs de la brigade dans l'atelier d'expérimentation ne faisaient aucun effet sur les inhumains. Le colonel rétorqua qu'il leur en toucherait un mot. Le colonel reçut un appel du commandant qui lui demanda l'état de la situation. Le colonel lui répondit que notre protagoniste avait vaincu l'inhumain et qu'ils étaient présentement en train de charger la dépouille dans l'avion. Le commandant lui rappela que la dépouille de l'inhumain devait être ramenée en toute sécurité. Le commandant appela un certain Gérald Marcus, l'un des pionniers de la paix et de l'innovation, présentant son rapport expliquant qu'un inhumain était apparu et avait tué 14 personnes. Mais Gérald lui répondit en quoi cela le concernait. Mais le commandant répondit qu'il voulait lui faire un rapport détaillé. Ensuite, il ajouta que l'avion transportant le cadavre de l'inhumain avait été chargé dans l'avion cargo comme convenu et qu'il partirait bientôt pour Falcon Area. Gérald lui demanda quand est-ce qu'il serait à destination. Le commandant répondit demain soir. Ainsi, Gérald le menaça en disant que la prochaine fois, il devrait directement passer à l'essentiel. Le commandant s'excusa. Ainsi, Gérald se prépara une dernière fois avant de faire son discours. Pendant ce temps, au port d'Incheon, l'avion cargo contenant le cadavre de l'inhumain s'apprêtait à décoller. Un des soldats questionna le colonel sur ce qu'était un avion cargo, mais le colonel répondit en disant que c'était justement, comme il l'avait dit, un avion cargo. Le soldat demanda ensuite si l'avion appartenait à la brigade des anti-inhumains. Le colonel répondit non. Ainsi, Nangi regarda vers le ciel et se dit que l'avion irait pour Falcon Area. Le surhomme Ketchupman attrapa le cou de son adversaire et lui demanda de lui révéler la base de Sherlock pour qu'il puisse l'anéantir de ses propres mains. Ketchupman serra très fort le cou de son adversaire qui lui fit comprendre qu'il ne pouvait ni parler ni respirer. En colère, le surhomme le jeta du haut du ciel au sol, puis se précipita vers lui à toute allure, lui assénant un coup violent à l'abdomen.
Son adversaire cracha du sang, mais Ketchupman lui fit comprendre qu'il n'avait utilisé que 10% de sa force. Il lui dit qu'il le laissait en vie et lui ordonna de rentrer chez lui pour dire à son chef Sherlock que tant qu'il serait là, personne ne pourrait menacer la Terre. Tous les témoins présents sur cette scène acclamèrent le surhomme Ketchupman, admirant sa force. La journaliste de la chaîne de télévision rapporta le conflit opposant Ketchupman au démon qui avait éclaté en plein cœur de New York après que le démon eut menacé de détruire la Terre. Ketchupman continua à infliger des coups à son adversaire malgré les promesses précédentes du surhomme de le laisser en vie. La journaliste nota que le démon fut rapidement maîtrisé par Ketchupman, le présentant comme le héros de la génération. Ainsi se termina la mini-série du surhomme Ketchupman diffusée à la télévision. Notre protagoniste, Kang, se dit qu'il ne pourrait pas attendre jusqu'à la semaine prochaine pour la prochaine diffusion de la suite de cette série. Pendant ce temps, Jury, réveillé et surpris, demanda à Kang s'il n'était pas fatigué malgré le fait qu'il s'était battu hier contre un inhumain et qu'il s'était réveillé très tôt le matin pour suivre sa série Ketchupman. Kang répondit qu'il ne voulait pas rater la première diffusion et ajouta que l'épisode était génial, tout en disant à son ami Jury de ne pas louper la rediffusion à New York. Cependant, Jury l'interrompit en l'interdisant de spoiler. Kang se remémora alors les paroles de Nangji, lui disant qu'il ressemblait en quelque sorte au surhomme Ketchupman, mais il se demanda en quoi il se ressemblait. Jury rétorqua qu'il lui avait déjà posé la question plus d'une centaine fois, puis retourna se coucher. Kang se rendit compte qu'il avait oublié qu'il avait cours aujourd'hui et se dépêcha pour aller se changer. Il oublia de fermer la porte malgré les avertissements de Jury, qui le traita de flemmard. Plus tard, en se rendant à son école, Kang surprit 2 lycéens en train de discuter du combat qui avait eu lieu hier entre lui et l'inhumain. L'un d'eux affirmait qu'il s'était bien débrouillé, tandis que l'autre contestait. Le lycéen aux cheveux noirs répliqua que son ami n'était pas en position de critiquer le protagoniste, ajoutant que c'était la seule personne prête à risquer sa vie pour combattre les inhumains, le qualifiant de héros. Son ami mentionna aussi que peut-être le protagoniste était un cyborg connu de l'armée. La discussion atteignit son apogée alors que les 2 lycéens défendaient leurs thèses respectives. Alors que le lycéen aux cheveux noirs s'apprêtait à se battre avec son ami, il heurta un homme. En colère, l'homme lui demanda s'il voulait mourir, mais l'élève s'excusa. L'ami de l'élève aux cheveux noirs se disait dans un coin de sa tête qu'ils étaient dans la merde, mais l'homme remarqua que le protagoniste le fixait du regard. Il lui demanda pourquoi il le fixait ainsi, mais le protagoniste s'excusa et continua son chemin. L'homme lui fit comprendre que s'il continuait, il risquerait de perdre ses yeux. Il s'avéra que l'homme était aussi un lycéen du nom de Taek. Le lycéen aux cheveux noirs se demandait qui il était, tandis que son ami lui expliqua qu'il était le meneur de la bande de Gundo, un groupe de voyous créé au collège Mabang. Il mentionna que ce groupe fut créé par un certain Gundo Park, qui était bien plus fort que tous les lycéens ordinaires et que la plupart de ses membres étaient maintenant au lycée Seoyeon. Il ajouta que leur école était récente et il n'y avait personne pour s'opposer à la bande. Le lycéen aux cheveux noirs fut choqué d'apprendre qu'une bande comme celle-ci était présente dans son école. Dans la classe 3, une lycéenne du nom de Hong fut réveillée par son amie Jinju. Cette dernière lui demanda pourquoi elle dormait en classe dès le matin. Jinju lui conseilla d'arrêter la boxe pour éviter de se blesser et de gâcher son joli visage. Hong rétorqua que Jinju n'était pas sa mère. Cependant, Kang entra dans la salle et Jinju l'appela en lui disant que sa braguette était ouverte. Embarrassé, Kang se retourna pour la fermer. Jinju se leva pour rejoindre sa classe et Hong lui fit remarquer qu'elle sentait la cigarette, lui interdisant de traîner avec ces types. Jinju répliqua qu'elle n'était pas sa mère et ajouta que si Hong arrêtait la boxe, elle promettait de ne plus traîner avec eux. Hong regarda ensuite Kang en train de fermer sa braguette et sourit en le traitant de bête. Pendant ce temps, au cœur de l'océan Atlantique, un pêcheur sur son bateau entendit un bruit provenant des profondeurs de l'océan. Quelques minutes plus tôt, 2 pêcheurs se trouvaient sur un bateau. Celui au chapeau de cow-boy demanda à son second quelle était la raison de l'achat d'une peluche de pingouin sur le bateau.
Son second répondit que c'était un cadeau pour l'anniversaire de sa fille. Il ajouta que sa fille aimerait un jour visiter l'Antarctique pour voir des pingouins, d'où la raison de l'achat de la peluche de pingouin. Celui au chapeau demanda ensuite s'il allait la voir aujourd'hui. Son second acquiesça, disant qu'il irait la voir directement chez elle. Il ajouta que sa fille lui avait fait une remarque, disant qu'elle avait tendance à l'oublier depuis qu'il vivait sur un bateau. Celui au chapeau dit que le temps se faisait plus ressentir quand on voyait ses enfants grandir. Il ajouta qu'il n'avait jamais pu offrir de cadeau à sa fille. Pendant que son second pilotait le bateau, celui au chapeau de cow-boy entendit un bruit. Il se retourna donc et vit une main sortir des profondeurs des mers, le tuant d'un coup violent. Ainsi, un inhumain ayant l'apparence d'un poisson sorti de la mer, son second, choqué, comprit alors qu'il était fichu. Au même moment, dans le lycée Seoyeon, le professeur parla des inhumains, disant que les alertes se faisaient de plus en plus ressentir, mettant les citoyens dans l'angoisse. À l'aide de dessins sur le tableau, il expliqua la forme en général de ces monstres. Il dit ensuite qu'il ne connaissait pas grand-chose sur ces monstres et qu'ils étaient obligés de partager la planète avec eux. Le professeur de mathématiques, nommé Park, expliqua à ses élèves qu'aujourd'hui, il allait parler des inhumains. D'un regard, il comprit que ce sujet intéressait plus ses élèves que ses cours habituels. Il dit que ces inhumains étaient des créatures dotées d'une force incroyable, ce qui leur permettait de détruire d'un seul coup des camions et des véhicules blindés. Il ajouta qu'ils pouvaient atteindre une vitesse de 200 km/h en un clin d'œil, et que cela avait l'air vraiment surréaliste mais vrai. Ils avaient souvent tendance à tuer les humains lorsqu'ils se retrouvaient en face d'eux. Ainsi, les personnes qui n'avaient jamais fait face aux inhumains ne pouvaient imaginer ce que l'on ressentait. Il dit ensuite que selon les derniers chiffres de l'Organisation des Nations Unies, il y avait eu 37 apparitions d'inhumains au cours des 5 dernières années et jusqu'à maintenant plus de 517 victimes. En Corée, il y en avait eu 7 si l'on rajoutait celui du port d'Incheon hier, ayant fait 14 victimes. Il ajouta que parmi ces 7 incidents, 5 avaient été réglés par notre protagoniste qui avait neutralisé tous les inhumains apparus dans ces lieux. Il dit que non seulement il ne connaissait pas les origines des monstres, mais aujourd'hui, ils avaient des surhommes qui avaient des capacités tout aussi exceptionnelles. Certains spéculaient que ce sont des cyborgs connus de l'armée, pendant que d'autres affirmaient une expérimentation gouvernementale basée sur le génome humain. Les théories et les rumeurs foisonnaient, mais malheureusement, ils n'avaient pas suffisamment d'informations pour affirmer quoi que ce soit. Les professionnels affirmaient que le mystère était encore entier. Ainsi, les surhommes étaient donc aussi mystérieux que les inhumains, mais les gens commençaient à retrouver espoir grâce à ces individus. Le professeur ajouta que certaines questions d'actualité refaisaient surface ces derniers temps. Elles concernaient les incidents survenus avant l'apparition du protagoniste. Le premier incident avait dévoilé l'existence des inhumains au monde entier, et c'était l'incident de Pohang en 2015 qui avait fait plus de 15 victimes. On avait retrouvé le corps de l'inhumain qui, de toute évidence, avait été neutralisé par quelqu'un, mais son identité restait un mystère. Le second incident était survenu l'année suivante, au mois de janvier, et avait fait plus de 75 morts et des centaines de blessés. Il s'agissait de l'incident de Gangnug, causé par le premier inhumain invaincu, Epta Horn, signifiant 7 cornes. Celui-ci était retourné chez lui intact. Selon les quelques survivants de cet incident, un homme aux cheveux longs était apparu et avait affronté Epta Horn. Cependant, cet homme avait disparu sans laisser de traces. Par la suite, Epta Horn s'était volatilisé dans le ciel. Le gouvernement et de nombreux chercheurs avaient été mobilisés pour analyser cet incident mystérieux et s'étaient mis d'accord sur une réponse. L'homme aux cheveux longs, qui devait être un surhomme, avait été tué par Epta Horn. Blessé, il se cachait probablement quelque part pour mieux revenir. C'était après cet incident que le centre de gestion des catastrophes liées aux inhumains avait été créé, puis ensuite des alertes préventives avaient été mises en place. Et enfin, une nouvelle force spéciale avait été créée au sein de l'armée, la brigade anti-inhumain. Ce qu'il fallait retenir était la relation entre ces 3 individus.
Qui était cet homme aux cheveux longs qui avait arrêté Epta Horn? Était-il vraiment mort? Et si oui, où pouvait bien se cacher ce dangereux inhumain? Le protagoniste était apparu après la disparition de l'homme aux cheveux longs et de Epta Horn. Qui se cachait sous le masque? Ces gens qui se battent pour l'humanité, n'avaient-ils vraiment aucun lien entre eux? Autant de questions sans réponse, dit le professeur. Le professeur ajouta que la plus grande inconnue était l'origine des inhumains. Il remarqua que tous ses élèves dormaient et décida de les réveiller. Il leur rappela l'ordre et dit ensuite que ce n'était pas parce qu'ils n'avaient pas fait cours qu'ils pouvaient dormir. Il dit que c'était vrai qu'ils devaient étudier. Mais le plus important, ce n'était ni le travail ni les examens. Le plus important pour eux était l'avenir de leur société. C'était l'intérêt qu'ils portaient à l'humanité telle qu'elle était aujourd'hui. Il ajouta qu'ils ne devraient pas rester bloqués sur ce que l'on leur donnait, que l'espèce humaine était menacée de plus en plus chaque jour. Il les exhorta à arrêter de se noyer dans leurs livres de maths ou dans les jeux vidéo et à s'ouvrir au monde qui les entourait. Ainsi, le professeur s'en alla, et nous le retrouvons dans son véhicule, en train de discuter avec sa femme. Il lui dit qu'il avait fini plus tôt les cours aujourd'hui. Sa femme lui rappela que c'était le jour d'anniversaire de leur fils décédé aujourd'hui. Les larmes aux yeux, il dit qu'il espérait que son fils ne rencontrerait pas de monstres au paradis. Ainsi, pendant ce temps, du côté de l'Atlantique, nous retrouvons notre jeune homme qui demanda rapidement de l'aide grâce à la radio du bateau. Il appuya sur le bouton d'urgence en demandant de l'aide, mais l'inhumain attrapa sa tête et l'écrasa contre le plancher. L'homme supplia l'inhumain de ne pas le tuer. Pendant ce temps, les passagers à bord d'un bateau de croisière s'amusaient. Les jeunes filles en maillot de bain jouèrent au volley pendant que d'autres se prélassèrent au soleil. Ainsi, dans la passerelle, le commandant du navire demanda l'état de la situation après avoir reçu un appel d'urgence venant d'un autre bateau. Un de ses subalternes répondit qu'il s'agissait d'un bateau de pêche. Le commandant demanda ensuite le nom du navire et ses coordonnées, mais celui-ci répondit qu'il n'avait pas pu obtenir le nom du navire. Il ajouta que le bateau de pêche se trouvait à une distance de 16 km dans la direction opposée. Ainsi, le commandant ordonna à ses subalternes de changer de cap et de prendre la direction du bateau de pêche pour les secourir. Pendant ce temps, à la pause déjeuner au lycée Seoyon, deux lycéens discutaient. L'élève aux cheveux jaunes, nommé Lee, dit que, à cause de sa prise de poids, sa mère ne lui donnait plus à manger. Son ami, celui aux cheveux noirs nommé Gang Woo, remarqua que la plupart des filles de la salle n'étaient pas meilleures les unes que les autres en regardant une fille derrière lui. Lee rétorqua qu'il ferait mieux de se mettre à leur place avant de dire ça. Il ajouta qu'il n'y avait pas de quoi se plaindre dans la classe en disant que c'était l'enfer dans les autres classes. Woo lui demande si c'était à cause de la bande de Gundo. Lee acquiesça et ajouta que les 3 commandants de la bande de Gundo étaient répartis dans les dernières classes et que tous leurs autres larbins étaient aussi dans ces sous-classes-là. Il ajouta qu'ils étaient mieux placés. Woo, énervé, se demanda pourquoi un des gars de sa classe se prenait la tête parce qu'il faisait partie de la bande de Gundo. Lee lui dit de se calmer car il n'y gagnerait rien en agissant ainsi. Mais Woo dit ensuite que Keol était dans leur classe, affirmant que s'il arrivait que l'un des membres de la bande de Gundo les cherchait des noises, il pourrait les défendre. Lee admit que Keol soit hyper fort, mais dit qu'il n'avait pas pu devenir le meilleur quand il était au collège. Woo lui fit comprendre en expliquant à son ami que Keol n'aimait pas se battre tant qu'on ne le touchait pas en premier. Il racontait une anecdote du temps où ils étaient au collège, où Keol avait affronté un des gros bras de la cour du collège Unjin, nommé Park, et l'avait défoncé. Lee ajouta qu'il aimerait beaucoup qu'il soit leur ami. Pendant ce temps, Woo, dans un coin de sa tête, se dit qu'il aimerait que Keol arrête de se cacher. Ainsi, quand vint leur tour de se servir à manger, Lee demanda à la cuisinière de lui donner un peu plus de viande. Celle-ci acquiesça et lui en donna. Lee la remercia en l'appelant maman, mais son ami lui donna un coup pour le rappeler. Pendant que notre protagoniste mangeait, Keol le rejoignit en lui demandant s'il mangeait souvent seul. Il admit que lui mangeait toujours seul, c'est pourquoi il l'avait vu et il l'a rejoint. Il ajouta qu'il n'avait pas pu trouver un ami depuis la rentrée. Il demanda ensuite à notre protagoniste s'il avait des amis,
mais Kang se rappela de son ami Jury et se dit dans un coin de sa tête qu'il aimerait bien être avec lui en ce moment. Il répondit à Keol en lui faisant comprendre que lui aussi n'avait pas d'amis depuis la rentrée. Ainsi, les deux étaient tout tristes de leur sort. Keol remarqua que notre protagoniste faisait du sport et lui demanda de quel sport il s'agissait. Kang répondit qu'il faisait du taekwondo seul. Keol lui proposa qu'ils déjeunent souvent ensemble à partir de maintenant, et Kang acquiesça. Ainsi, pendant leur discussion, un lycéen fut projeté au sol devant leurs yeux. Il s'agissait du groupe de Taek qui faisait partie de la bande de Gundo. En même temps, nous voyons Jinju et Hong en train de manger suivant la scène. Wu, en colère parce que les déchets furent injectés dans sa nourriture, demanda qui était l'auteur de cet acte, mais son ami lui dit de se taire car il s'agissait de la bande de Gundo. Pendant ce temps, Kang continuait toujours de manger son repas. Tak, toujours en colère, dit qu'il allait choisir 5 personnes au hasard et les martyriser pour se calmer. En même temps, aux États-Unis, 2 personnes discutèrent à propos de la situation de l'apparition d'un inhumain au bord du bateau de croisière. Ainsi, il fut appelé 2 surhommes, une femme surhomme appelée Sainte Perle et un homme surhomme appelé Galen Widrow. James, le mec aux lunettes, leur dit qu'il allait leur faire le débriefing en chemin et que c'était l'un des pires incidents jamais enregistrés. James annonça que le bateau était dans un état critique. Widrow répondit que si c'était vrai, les passagers étaient déjà condamnés et qu'ils ne pouvaient rien y faire. Il ajouta que la situation était effectivement grave. James acquiesça et précisa que chaque seconde comptait, mais Saint Pearl l'interrompit en lui disant qu'elle leur fournirait plus de détails en chemin. James acquiesça de nouveau et informa qu'un hélicoptère les attendait dehors. Il demanda ensuite au ministre s'il voulait rajouter quelque chose avant leur départ, mais le ministre répondit par la négative. Ainsi, les 2 surhommes sortirent. Le ministre, dans un coin de sa tête, se disait souvent qu'il perdait ses mots à chaque fois qu'il se retrouvait dans la même pièce que les surhommes. Au même moment, dans un bâtiment abandonné, Dayang dit à Nangui que depuis qu'il avait échangé quelques mots avec le protagoniste, on ne faisait que parler de lui, et certaines personnes menaient des recherches sur lui. Elle ajouta qu'elle n'était pas non plus épargnée, affirmant que sa tête était mise à prix. Nangui se demanda ce qu'ils avaient fait de mal, mais Dayang expliqua qu'il n'avait pas besoin de se montrer en public. Nangui répondit qu'il s'en fichait et que c'était pour un but précis qu'il avait décidé de se montrer et qu'il lui expliquerait plus tard. Il ajouta que le monde devrait bientôt faire face au chaos et qu'il ne savait toujours pas quel camp choisir. Il dit que les jeux étaient plus amusants lorsque la balance était équilibrée. De l'autre côté des États-Unis, Saint Pearl et Widrow montèrent à bord. James se dit qu'il avait l'impression de se diriger vers sa tombe. Il demanda aux autres de mettre leur ceinture, mais les 2 surhommes l'ignorèrent. Ainsi, l'hélicoptère décolla, et James expliqua que l'hélicoptère qui venait de décoller était l'un des modèles américains les plus rapides. Il ajouta que la distance qui séparait le bateau et le point de départ était d'environ 800 km et qu'il serait là en moins de 2 heures. En attendant, il clarifia la situation pendant le trajet. Il expliqua qu'à 16 heures, une alerte avait été lancée à la base militaire située sur la côte maritime de l'État de Virginie. Le message évoquait la présence d'un inhumain à bord d'un navire, en l'occurrence l'Opéra. À bord de ce paquebot se trouvaient pas moins de 2500 passagers et 500 employés. La croisière du Royal Utopie était une croisière internationale pour vacanciers, reliant l'Angleterre et les États-Unis à travers l'Atlantique. James ajouta qu'il ignorait encore l'ampleur des dégâts, mais que la marine estimait que la situation actuelle était très grave. Il expliqua qu'il savait qu'il avait affaire à des inhumains, c'est pourquoi ils avaient fait appel à eux, mais ils étaient tous 2 en mission en Écosse. Et comme ils n'étaient pas disponibles, le ministre n'avait pas pu rester sans rien faire. Il avait donc fait appel à la brigade anti-inhumaine et aux troupes d'élite des marines. Saint Pearl demanda s'ils étaient toujours là-bas, et James répondit qu'ils étaient arrivés sur les lieux à 20 heures, mais après 20 minutes, ils avaient perdu tout contact avec eux. Il ajouta qu'il était bien possible que la brigade anti-inhumaine déployée soit morte. James ajouta que ce n'était pas le seul problème,
expliquant que l'Opéra avait un module de pilotage automatique et que s'il n'agissait pas rapidement, il atteindrait sa destination en Floride. Withrow dit alors que l'inhumain risquait de débarquer sur la terre ferme et James acquiesça, ajoutant que le gouvernement avait pu obtenir l'autorisation d'envoyer des avions de chasse équipés de missiles nucléaires. L'intention était de bombarder l'Opéra en pleine mer. Les mains tremblantes, James expliqua qu'il n'avait aucune idée du nombre de survivants et que c'était la seule solution que le gouvernement avait pu proposer. James conclut qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait sur ce navire et s'il y avait des rescapés. Saint-Perle lui dit alors d'arrêter de trembler, lui assurant que cette fois-ci, elle serait de la partie et qu'il ne devait pas s'inquiéter. Au même moment, au lycée Séoyon, Taek annonça qu'il allait choisir 5 personnes et les martyriser, commençant par celui qu'il avait injecté plus tôt. Il lui dit que c'était à cause de lui qu'il était de mauvaise humeur, car il lui avait bloqué le passage. Ainsi, il l'attrapa par les cheveux et le serra. Le jeune homme s'excusa, mais Hong intervint en disant à Taek de le laisser tranquille. Hong intervint en disant à Taek de le laisser tranquille en le traitant de racaille. Tous les élèves furent choqués par le courage de celle-ci. Taek, énervé, se demanda si cette cantine avait un problème en s'approchant de Hong. Il affirma qu'il n'était pas le genre d'homme à ménager les femmes. Hong lui répondit qu'il était une ordure. Ainsi, alors que Taek s'apprêtait à lui donner une paire de gifles, Hong ferma les yeux, mais Sheol intervint en attrapant sa main. Sheol lui demanda pourquoi il s'en prenait aux autres lycéens. L'un des membres du groupe de Taek se questionnèrent sur l'identité potentielle de la personne. L'un d'eux répondit qu'il s'agissait de Sheol, un gars fort qu'il ne fallait surtout pas sous-estimer. Taek lui asséna un coup de pied, mais ce dernier, en position défensive, encaissa l'attaque. Ainsi, Wu et Lee furent émerveillés par les compétences défensives de Sheol et lui apportèrent leur soutien. Sheol, à son tour, décocha un coup de pied, mais Taek le bloqua, ce qui le fit reculer. Ensuite, il enchaîna avec un autre coup de poing qui atteignit la mâchoire de Taek. Énervé, il cracha du sang et admit qu'il n'était pas comme les autres. Il ajouta qu'aujourd'hui, il allait le défoncer et qu'il ne retiendrait pas ses coups. Sheol fut surpris que malgré la force qu'il avait employée, son coup n'ait eu aucun effet. Il se demanda si c'était à cause de leur différence de poids. Un lycéen du nom de Gung Mu, surnommé le Radis, intervint et leur dit d'arrêter. Il était l'un des 3 commandants de la bande de Gundo. Il ajouta que le principal serait bientôt là et qu'il valait mieux qu'il se calme. Wu, surpris, songea qu'avec un visage pareil, il pourrait dévorer le principal tout cru. Lee ajouta que le Radis était classé 3e, mais qu'il était un sacré enflure par rapport aux 2 autres. Ainsi, le Radis raccompagna Taek. Ce dernier se retourna puis fixa Sheol en lui disant que la prochaine fois, il le défoncerait. Le Radis dit à Sheol qu'il avait beaucoup entendu parler de lui ces derniers temps, mais qu'aujourd'hui, il était allé trop loin. Il ajouta qu'il le reverrait bien assez tôt avec un regard menaçant. Pendant ce temps, notre protagoniste avait terminé son repas et laissa échapper un puissant rot. Les lycéens s'interrogèrent sur l'origine de ce bruit. Au même moment, James informa les surhommes qu'ils étaient presque arrivés, mais Saint-Perle lui demanda d'ouvrir la porte. James s'interrogea sur leurs intentions en précisant qu'ils étaient à une altitude de 300 mètres au-dessus de la mer. Cependant, Saint-Perle expliqua qu'elle allait descendre. Ainsi, James leur remit des oreillettes qui leur permettraient de rester en contact. Il ajouta que l'appareil était réglé sur leur biorhythme et que tant qu'ils ne seraient pas dans une situation critique, rien ne pourrait les empêcher de communiquer. Il ajouta qu'il serait là pour les assister au cours de la mission et leur donner toutes sortes d'informations. Saint-Perle dit à James de rappeler ses supérieurs en annulant le bombardement. James acquiesça et leur souhaita bonne chance. Ainsi, les 2 surhommes sautèrent de l'hélicoptère et atterrirent sur le navire. Ils furent choqués par le massacre en découvrant les corps sans vie de la brigade anti-inhumaine. Au loin, sur la passerelle, l'inhumain aperçut les surhommes. James fournit quelques informations à propos du navire, disant que l'Opéra était un très grand bateau et que chaque étage avait une structure différente, plus ou moins complexe. Il ajouta que tant que l'inhumain resta caché,
il serait difficile de le débusquer. Withrow dit alors qu'il devait le faire sortir de sa cachette. Saint-Père ajouta qu'il devrait se séparer. James acquiesça. Il ajouta qu'il serait obligé de fouiller chacun les étages supérieurs et inférieurs. Il dit qu'actuellement, ils étaient sur le pont avant du navire. Il dit que l'un devrait se rendre dans la salle des machines et l'autre descendre jeter un œil à la cale. Ensuite, il fit le résumé que le premier commença à l'étage supérieur et fouilla les étages en dessous, et le second fouilla l'étage inférieur pour remonter les niveaux. L'objectif était clair. Sauver les civils et éliminer les inhumains étaient leurs principaux buts. L'inquiétude de James était que si les deux surhommes étaient ensemble, ils auraient plus de facilité à éliminer l'ennemi, mais dans le cas où ils étaient séparés, celui qui croisait l'inhumain devrait l'affronter seul. Saint-Père répondit qu'il n'avait pas le choix et qu'il devrait se dépêcher. Withrow dit qu'il prendrait les étages supérieurs. Saint-Père dit alors qu'elle commença par les sous-sols. Elle ajouta que si Withrow rencontrait un inhumain, il devrait lui faire signe. Ainsi, elle sauta du haut du pont du bateau, puis, grâce à la force de ses bras, créa une brèche à l'extérieur du bateau. Elle entra ainsi à l'intérieur du bateau. Elle se dit qu'elle avait choisi un hublot au hasard et celui-ci était rempli de cartons. James lui expliqua qu'elle était probablement au 4e sous-sol du navire. Il lui demanda ce qu'elle voyait, mais Saint-Père lui répondit que pour le moment, elle ne vit rien et qu'il n'y avait ni rescapé ni cadavre. Elle dit qu'elle avait l'impression que rien ne s'était passé ici. Elle ajouta qu'elle allait continuer. James se demanda si les parties inférieures du bateau avaient été épargnées. Il demanda à Withrow ce qui se passait chez lui. Withrow répondit que pas grand-chose, juste des cadavres qu'il croisait. Il ajouta qu'il avait fait un tour dans la salle des machines, la timonerie et même dans la salle de contrôle, mais rien à part des morts. Il dit qu'il avait l'impression d'être en enfer. James dit que l'inhumain savait se faire passer inaperçu comme une partie de cache-cache. Ainsi, Withrow perdit le signal. James dit que cela devait être sûrement dû au triangle des Bermudes. Il ajouta qu'il était inquiet, surtout que la communication était cruciale, étant donné qu'ils venaient de perdre le signal et qu'ils étaient séparés. Du côté de Withrow, il remarqua un survivant. Ainsi, le survivant, choqué, dit que sa femme était un monstre. Withrow se dit qu'il avait peut-être perdu la raison à cause du choc. James dit que le réseau était complètement brouillé, mais qu'ils pouvaient tout de même encore suivre leur position, mais que la communication resta difficile. Il dit qu'il ne pourrait rien faire pour les aider. Du côté de Saint-Père, elle perdit aussi le signal, se demandant si c'était à cause de la tempête. Soudain, elle entendit son nom. Elle se retourna et trouva une petite fille cachée, lui demandant si elle était venue les sauver. Saint-Père l'acquiesça. Ainsi, nous retrouvâmes ensuite Withrow, qui se trouva dans la salle de réception. Il vérifia encore une nouvelle fois les oreillettes pour voir si elles fonctionnaient, mais il découvrit Saint-Père devant lui. Withrow lui demanda si elle était déjà là, mais il constata que Saint-Père n'était pas dans son état normal. Ainsi, Saint-Père ouvrit sa mâchoire et attaqua Withrow, mais d'un réflexe, Withrow recula en l'évitant de justesse, ce qui lui coûta la perte de son bras. Mais l'inhumain enchaîna une autre attaque, sa mâchoire grandement ouverte, prêt à dévorer Withrow. L'inhumain attaqua en ouvrant sa mâchoire, mais Withrow l'évita, s'enfuit et se cacha derrière un poteau. Il se disait que s'il était resté une seconde de plus, il aurait pu perdre sa tête. Choqué, il n'arrivait pas à croire que les inhumains pouvaient copier l'apparence des humains. Il se demanda comment il avait pu prendre l'apparence de son coéquipier Saint-Père. Il ajouta qu'il avait trop vite baissé sa garde à la vue de son coéquipier, ce qui lui avait coûté la perte de son bras. Tout à coup, l'inhumain attaqua en brisant le poteau, mais Withrow s'abaissa, enchaîna avec un retourné acrobatique et envoya un coup de pied au visage de l'inhumain, le propulsant à quelques centaines de mètres. L'inhumain se releva aussitôt, son aura dégageant la terreur. Withrow se demanda si c'était sa véritable forme. Ainsi, il prit son manteau, le déchira, puis attacha son bras coupé, stoppant le saignement. Il demanda à l'inhumain de lui rendre son bras en le traitant d'enfoiré. L'inhumain s'approcha de lui à une vitesse fulgurante. Pendant ce temps,
James se dit que les oreillettes remises au surhomme ne fonctionnaient plus. Il se dit qu'heureusement, il pouvait toujours les voir grâce au radar. Il ajouta que les mouvements de Withrow étaient saccadés, devinant ainsi que Withrow se battait actuellement. Le pilote lui fit comprendre que la tempête devenait de plus en plus violente et qu'il devait atterrir. James acquiesça et lui donna l'ordre de se poser sur la plateforme du navire. De l'autre côté, la petite fille montrait aux autres survivants que Saint-Perle était venu pour les sauver. Les gens n'arrivaient pas à croire ce qu'ils voyaient, se demandant si c'était vraiment elle qu'ils avaient vue à la télévision. Un des rescapés lui fit comprendre qu'il y avait d'autres survivants dans les niveaux inférieurs du bateau qui s'étaient cachés. Saint-Perle se dit qu'elle devait se dépêcher et la petite fille lui demanda de sauver tout le monde. Pendant ce temps, après quelques enchaînements, l'inhumain se retrouva devant Withrow, prêt à l'attaquer, mais celui-ci le bloqua avec son bras. L'inhumain enchaîna avec une seconde attaque de son deuxième bras, mais Withrow l'arrêta aussitôt avec son pied, bloquant l'attaque de l'inhumain. Étant en position difficile, Withrow se dit que malgré son handicap, il ne devrait pas avoir autant de mal à se battre. Il admit que l'inhumain le poussait à bout. Ainsi, l'inhumain écarta sa mâchoire, prêt à dévorer Withrow, mais celui-ci lui envoya un coup de genou en se retournant, propulsant l'inhumain au loin. Il se dit que l'inhumain dévoilait sa véritable forme une fois le combat engagé. Il ajouta le fait qu'il pouvait copier l'apparence d'un humain. Il dit qu'une fois le combat engagé, il n'était pas aussi dangereux. Ainsi, Withrow se dit qu'il devait en finir au plus vite. Il activa ses pouvoirs, ses yeux brillèrent. L'inhumain constata un changement d'aura émanant en lui. Ainsi, il se lança à l'attaque, donna un coup de pied au tonneau qui se transforma en des blocs de cristal. L'inhumain, impuissant, fut incapable d'éviter ces blocs de cristal, ce qui l'immobilisa. Ainsi, Withrow saisit une bouteille, le cassa et transforma le liquide à l'intérieur en une arme, disant à l'inhumain qu'il n'était plus d'humeur à s'amuser, avec un regard menaçant, prêt à y aller à fond. Withrow se lança à l'attaque. Il se rappela du jour où il eut un entretien avec James et Saint-Perle, admettant qu'il était surhomme. Ainsi, du nom de Galen Withrow, originaire de Harlem à Manhattan, Ben dit à James que Withrow n'avait pas l'air d'être dangereux, à part ses yeux déchirés. James avoua à Ben que Withrow avait démantelé un groupe de gangs criminels aux États-Unis, nommé le Gang des Bloods. Il ajouta que malgré que ce fût un petit affrontement, Withrow les avait neutralisés sans aucune blessure. Ben ajouta aussi que les membres du gang Safario avaient été capturés à moitié amochés. Il se demanda si c'était peut-être Withrow qui était l'auteur. James l'interrompit, lui disant de se taire, qu'il aimerait bien écouter les discussions entre Saint-Perle et Withrow. Ainsi, Saint-Perle lui dit que, à lui seul, il avait pu démanteler un gang de criminels très dangereux. Elle lui demanda si les armes ne lui faisaient rien. Saint-Perle ajouta qu'elle savait qu'il était bel et bien un surhomme. Elle lui demanda ensuite comment il avait pu stopper les hémorragies des blessés. Elle ajouta qu'elle savait que c'était lui qui était à l'origine de tout ça et qu'elle aimerait qu'il n'y ait pas de secret entre eux. Ainsi, Withrow solidifia le café de Saint-Perle qu'elle tenait dans la main. Withrow lui expliqua qu'il pouvait solidifier les liquides autour de lui dans un rayon de 10 mètres. Ben et James étaient tous choqués de ce qu'ils voyaient. Withrow ajouta qu'il lui fallait simplement de la concentration et de l'énergie physique, mais il ne pourrait pas expliquer comment il le faisait. De retour au combat, Withrow pointa son arme devant l'inhumain figé. Saint-Perle lui répondit que cette capacité était impressionnante. Elle lui demanda si c'était le même principe lorsqu'on gèle un liquide. Withrow répondit presque. Il dit que la logique était la même, mais c'était bien plus solide que la glace. Il dit qu'en réalité, c'était bien presque aussi dur que du diamant. Saint-Perle répondit que cela voulait dire qu'il change carrément la matière. Elle essaya ensuite de renverser le café à l'intérieur de la tasse. Elle ajouta que Withrow pourrait se servir de son pouvoir comme une arme. Withrow acquiesça, lui disant que lorsqu'il lançait un liquide solidifié à très grande vitesse, la force de l'impact était bien plus élevée que la plupart des armes à feu.
Ainsi, Withrow explosa une partie de la cervelle de l'inhumain. L'inhumain poussa un cri de douleur, mais riposta immédiatement en envoyant son coup de poing à Withrow, qui le propulsa quelques mètres en arrière. Withrow se dit qu'il avait raté l'occasion de lui faire la peau malgré qu'il ait mis toute sa force. Il ajouta que c'était à cause de la perte de son bras qu'il n'arrivait plus à bien viser. Ainsi, l'inhumain en colère se rua sur Withrow qui s'échappa. Il se demanda comment l'inhumain pouvait encore tenir malgré qu'il ait explosé une partie de la cervelle. Pendant ce temps, Saint-Perle se rua vers la salle de réception, sentant des tremblements. Elle se doutait que peut-être son coéquipier était en train de combattre. James lui confirma que Withrow était en plein combat et aurait besoin d'aide. James ajouta qu'il avait un mauvais pressentiment et que le combat avait trop duré. De l'autre côté, Withrow, épuisé, s'échappa de l'inhumain quand il vit une alarme d'incendie plus haut. D'un bond, il donna un coup de pied à l'alarme qui s'activa. Ainsi, il profita de la situation pour activer son pouvoir, celui de solidifier tout liquide. L'inhumain tomba dans le panneau et se figea. Dans le passé, James lui demanda combien de temps pouvait-il activer son pouvoir. Withrow lui répondit que sa capacité était en lien direct avec son esprit. Il ajouta que tout pouvait dépendre de son état, mais une fois qu'il activait son pouvoir, il pouvait le maintenir 1 heure au minimum avant que le liquide ne revienne à son état initial. Ainsi, Withrow se retrouva devant l'inhumain et se dit que cela faisait longtemps qu'on ne l'avait pas poussé à bout comme ça. Il se demanda comment il allait tuer l'inhumain après la perte de son bras que l'inhumain lui avait infligée. Puis d'un coup, la tête de Withrow se détacha de son corps. Il comprit qu'il n'y avait pas qu'un seul inhumain, mais 2. James dit que Saint-Perle serait bientôt arrivé pour se joindre à Withrow afin de l'aider dans son combat contre l'inhumain. Mais il constata que l'émetteur de Withrow n'émettait plus et que le signal de Withrow avait disparu. Ils se demandèrent ce qui s'était passé. Il se rappela que ces oreillettes étaient conçues pour mesurer la fréquence respiratoire. Il déduisit que peut-être Withrow serait mort. Ainsi, Saint-Perle entra dans la salle de réception. Elle vit au loin l'inhumain et constata que son collègue Withrow était mort, la tête détachée de son corps. Choquée, elle se rappela du jour où Withrow avait rejoint leur équipe de surhommes. Elle se remémora la discussion où Withrow lui avait dit que James était un vrai pot de colle et qu'il lui avait trouvé un costume, mais qu'il avait refusé. Saint-Perle lui disait que les inhumains étaient bien plus dangereux qu'il ne pensait et que si jamais pendant un combat l'un d'entre eux venait à mourir, elle aimerait que l'autre garde son sang-froid et règle le problème de manière efficace. Elle ajouta que battre en retraite pouvait être une option, suivant la situation. Elle ajouta qu'elle n'aimerait pas que l'un se noie dans les sentiments et qu'il perde ses moyens. Elle admit que même si c'était dur de mettre ses sentiments de côté quand on est troublé, le survivant devrait appeler les renforts à moins qu'il ne soit en mesure de continuer à protéger le monde. Withrow lui répondit que si jamais il se retrouvait face à un monstre qui l'avait battu, il s'enfuirait aussitôt, car il sait qu'il ne ferait certainement pas le poids contre lui. Il ajouta qu'il n'était pas une personne sensible et que même si elle venait à mourir, il ne se laisserait pas déconcentrer. Ainsi, Saint-Perle était rempli de colère. L'inhumain qui se trouvait devant elle se sentit menacé par l'incroyable aura menaçante de Saint-Perle. D'une vitesse fulgurante, elle attaqua l'inhumain d'un coup de poing dévastateur qui atterrit sur le visage de l'inhumain, le faisant s'écrouler au sol. Ainsi, Saint-Perle se rapprocha du corps de Withrow. Pendant qu'elle s'abaissait pour fermer les yeux de son coéquipier mort, l'inhumain profita pour lui envoyer une de ses pattes qui la blessa, mais elle ne se laissa pas déconcentrer. Ainsi, elle ferma les yeux de Withrow et se retourna immédiatement. L'inhumain, pris de peur, fit un bond en arrière, mais Saint-Perle attrapa une de ses pattes puis le propulsa violemment contre le mur. Elle lui fit comprendre qu'elle vivait actuellement l'une de ses pires journées. Elle lui expliqua qu'il allait mourir dans d'incroyables souffrances. L'inhumain, pris de peur, poussa un cri et attaqua Saint-Perle, mais celle-ci, d'un geste, repoussa l'attaque et riposta en envoyant un coup de poing qui atterrit sur le visage de l'inhumain et lui cassa ses crocs. Elle enchaîna en envoyant un deuxième coup puissant qui atteignit la mâchoire de l'inhumain.
puis encore un autre coup surpuissant qui propulsa l'inhumain à des centaines de mètres, le faisant heurter un poteau. Saint-Perle lui dit qu'il méritait l'enfer avant de mourir. Elle ajouta qu'elle allait l'annihiler et lui demanda de se relever. Le visage de l'inhumain était complètement défiguré par les coups de celle-ci. Pendant ce temps, une réunion se tint autour d'une table avec le président et ses dirigeants à propos du navire. Ils spéculèrent sur l'annulation du bombardement ou non. Chacun donna son avis à propos du bombardement. Le président demanda s'il avait eu des nouvelles de James depuis qu'il avait annoncé le retrait de l'ordre de bombardement. L'un d'eux répondit qu'ils s'étaient peut-être tous fait avoir. Mais quelqu'un d'autre répondit qu'il était encore trop tôt pour le dire. Il ajouta qu'il y avait beaucoup trop de facteurs à prendre en compte et que la tempête pouvait être aussi la cause. Un autre dirigeant proposa d'envoyer des avions en reconnaissance, tandis qu'un autre répliqua que c'était complètement absurde d'envoyer d'autres avions alors qu'il savait déjà que la situation était critique, et il demanda pourquoi risquer encore plus de vies. L'un des dirigeants les rappela à l'ordre et dit au président que si l'équipe de Saint-Perle leur avait demandé de retirer l'ordre de bombardement, c'était parce qu'elle avait un moyen de résoudre ce problème. Il donna son avis d'annuler le déploiement des avions. Marcus répliqua que c'était à cause de ce genre de décision que le peuple ne se sentait pas en sécurité. Il dit au président qu'il avait déjà enfreint tous les protocoles de sécurité pour activer les missiles nucléaires et que les avions qui étaient en route n'attendaient que l'autorisation du président. Il donna son avis que le président devrait donner l'ordre de tirer. L'un des chefs demanda à Marcus si tirer des missiles atomiques n'aurait pas de conséquences, et il ajouta que Marcus avait de drôles d'idées et demanda comment il pourrait informer les voyageurs et les personnels de leur mort à leur famille. Marcus demanda à son bras droit, Kondo, combien de temps il restait avant l'arrivée du navire à destination. Kondo lui répondit qu'après les calculs, il restait encore 1h30. Ainsi, Marcus dit au président de prendre le temps de réfléchir, mais que le paquebot devrait s'arrêter à la ville portuaire de Lauderdale, qui compte plus de 200 000 habitants, et que la Floride tout entière en compte plus de 20 millions. L'un des chefs répondit à Marcus que tout ce qu'il disait n'était qu'une estimation, et qu'on ne pouvait être sûr de rien. Marcus répliqua en disant que le mieux qu'il pouvait faire à présent était de limiter les risques. Le président leur dit alors d'arrêter et dit aux autres dirigeants qu'il allait annuler le bombardement sur l'Opéra et que ce serait son dernier mot. Le président se rappela du jour où il avait croisé Saint-Perle pour la première fois. Il lui avait dit qu'il était extrêmement redevable pour les actions qu'elle avait menées pour le bien de son peuple. Saint-Perle, d'un regard, lui avait dit qu'elle ne sauvait pas des vies pour qu'il soit redevable. Pendant ce temps, sur l'Opéra, l'inhumain lança des toiles sur Saint-Perle. Derrière elle se trouvait le second inhumain qui avait été gelé par Withrow et qui se libéra pour attaquer Saint-Perle en mordant son épaule. Elle regardait l'inhumain, puis attrapa la tête de l'inhumain grâce à la force de ses bras et le balança contre son dérivé. Elle comprit alors que c'était ainsi qu'ils avaient pu tuer son coéquipier. Elle dit que malgré le fait que Withrow était grossier et ronchon, il n'irait probablement pas au paradis. Elle dit aux inhumains que s'ils croisaient son ami en enfer, qu'il leur conseille d'implorer son pardon. Remplie de colère, elle se déchaîna et donna un coup de poing dévastateur aux inhumains, qui les tua et créa un trou dans le navire, éclairant ainsi cette nuit de tempête tel un phare.